Il faut être prudent. Je crois que le Congo appartient d'abord aux Congolais. C'est aux Congolais de sécuriser cet accord. C'est une inquiétude aujourd'hui de la part des Congolais. Et d'empêcher à ce que le Congo devienne une énième colonie américaine ou un énième État américain. Aujourd'hui, si les choses sont faites de façon à ne pas avoir une gouvernance solide et stable, je crois que nous irons dans un sens comme dans un autre. Parce que vous savez que le Congo est un pays extrêmement riche, et un pays stratégique pour la planète. Et il est de notre intérêt d'être sérieux, parce que c'est ce qui nous a été beaucoup reproché, d'être sérieux pour empêcher à ce que les Américains ou tant d'autres puissances puissent profiter de nos faiblesses pour pouvoir marcher sur nous. Bonsoir à tous. Quelle analyse pouvons-nous faire de l'accord signé ce vendredi à Washington? Cet accord prépare-t-il une liquidation des mines congolaises à Donald Trump? Pour en parler, je reçois Guy Mafimba, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Karl. Merci. Amama Vinga, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Et on reçoit aujourd'hui dans la bande Jean-Jacques Lumumba, lanceur d'alerte congolais. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et docteur Ben Luther Touré. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Carlil. Guy Mafimba, peut-on parler à travers cet accord d'une prouesse diplomatique ou d'un déni de la réalité, comme certains commentateurs le disent depuis ce vendredi? Non, je pense que le président Félix Tshisekedi, il arrive aux affaires, on connaît dans les conditions, il a un deuxième mandat. Il a appliqué ce que Sun Tzu appelle l'art de la guerre. L'art de la guerre, deux fois, c'est soumettre un adversaire sans le combattre. Au départ, il a compris tout simplement que en utilisant la force, avec une armée qui était complètement, on va dire, infiltrée de l'intérieur, une communauté politique pas tellement cohérente, il fallait trouver une autre stratégie. Et la stratégie pour Félix Tshisekedi s'est résumée en trois éléments. Première chose, il fallait gagner la bataille diplomatique. Je pense que là, avec ce qui vient d'arriver, c'est une première victoire stratégique. Il fallait gagner la bataille de l'opinion. Il a presque gagné la bataille de l'opinion. Et la troisième bataille, c'est la bataille militaire. Si, bien entendu, la bataille diplomatique et la bataille de l'opinion ne résout pas le problème actuellement. Donc, nous sommes dans une perspective très bonne pour le président Tshisekedi, mais bien entendu, avec beaucoup de réserves, ce d'autant plus que le gros morceau reste à faire. Abba Venga et vous, pour être diplomatique, le déni de la réalité. Ce que moi je pourrais dire d'abord, j'ai lu dans le grande ligne de manière minutieuse le texte de l'accord. Pour moi, ce qui est plus important, c'est l'implication personnelle du président Donald Trump pour qu'il y ait la paix dans la région de Grand Lac. Mais quand je lis cet accord, je dis le plus difficile arrive maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai lu tous les différents accords qui ont existé sur le problème de la paix en République du Congo. Je me rends compte que les mêmes pièges qu'il y avait dans les accords depuis Addis Abeba jusqu'à aujourd'hui se retrouvent dans ces accords-là. Il y a des phrases, il y a des accords, des dispositions qui sont des pièges. Par exemple, quand on parle de il faut neutraliser le FDLR. Les gens oublient que depuis 1996, quand on a créé l'AFDEL, quand l'AFDEL est venu pour la libération, soi-disant du Congo, un des éléments clés, c'était la neutralisation des génocidaires Hutus qui étaient venus en République démocratique du Congo. Donc l'armée rwandaise s'est promenée plusieurs années, des dizaines d'années, sur notre territoire pour traquer le FDLR. L'armée rwandaise n'a pas pu traquer le FDLR, et donc ce problème de FDLR continue. Ça, c'est un piège. Et aussi le problème de sécurité conjointe. Mais ce sont des choses qu'on a expérimentées depuis longtemps, que les forces armées congolaises et les forces rwandaises viennent sur le territoire national pour traquer le FDLR. Moi, je pense que ce sont des choses qui ont été faites, mais à la longue, les résultats ne sont pas toujours là. C'est pour dire quoi? Si nous ne mettons pas notre grande intelligence de notre côté, dans cet accord-là, nous risquons de tomber dans des pièges de cercles vicieux. Mais ce qui est seulement important, c'est l'implication personnelle du président des États-Unis d'Amérique. Et donc, nous devons surfer sur ça pour faire des propositions de la plus haute intelligence pour que cet accord qui vient d'être signé, que nous ne nous retrouvions pas devant des difficultés
que nous avons connues par le passé, pas qu'il y a beaucoup de dispositions dans cet accord qui se réfèrent qui sont des dispositions qui ont été déjà prises dans le passé et qui n'ont pas marché. M. Jean-Jacques Lumumba. Je pense qu'accord de paix, il y a un mot qui est quand même assez capital ici, il s'agit de la paix. Le plus important aujourd'hui pour le peuple congolais, c'est de vivre en paix. Parce que, vous savez, ça fait 30 ans que ce peuple rencontre cette situation de crise et de difficulté. Mais moi, je pense que c'est un début, c'est un pas vers la direction que nous voulons tous, c'est d'arriver à la paix globale. Mais pour cela, il y a des préalables et des prérequis. Et pour moi, les prérequis, ça reste la paix des cœurs surtout. Vous savez, les Congolais, pendant 30 ans, ont appris à se détester, à se haïr. Il y a la violence qui est rentrée, il y a la mégestion. Il faut se parler, il faut faire la paix des cœurs et il faut aller vers un dialogue qui soit inclusif. Mais moi, je vois dans cela une opportunité. Pour moi, l'opportunité, c'est d'arriver vers le développement. Et parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui pour le Congo, on aura tout dit du Congo 65 ans après les indépendances. Mais ce qui ne revient pas assez souvent, c'est d'avoir un cadre pour construire le développement. Je pense que c'est une opportunité en passant par le dialogue, en passant par la réconciliation, d'arriver vers une bonne gouvernance et vers un développement, parce que ce développement impliquera des piliers. Et pour moi, c'est une opportunité pour aller vers ce développement, c'est d'aller vers un Congo qui doit se construire et un Congo qui doit se protéger. Parce que vous savez, le monde appartient à deux catégories d'individus. Je vais être cruel pour certains, mais le monde appartient aux individus qui pleurent et qui enterrent, et le monde appartient à ceux qui ont un fusil chargé et qui sont prêts à l'utiliser. Donc nous devons nous ranger du côté de ceux qui doivent se battre pour se protéger, protéger notre intégrité territoriale, protéger notre développement et protéger nos richesses. Dr Belluter, certains analystes considèrent que la signature de cet accord à Washington est la démonstration de l'échec d'une Afrique qui n'a pas su parler d'une seule voix sur ce sujet. Bon, déjà, il faut dire les choses qu'il y a en Afrique. Quand cette crise a commencé, quand le Rwanda a envahi de manière officielle la RDC. Il y a eu des rapports des Nations Unies qui ont étayé la présence des Rwandais en RDC, etc. etc. L'Union africaine avait déjà emboîté le pas pour trouver une solution pacifique, notamment par l'entremise du, je ne parlerai pas du procès de Nairobi qui était un échec, mais notamment par l'entremise du président angolais, João Lourenço, qui avait déjà ficelé en quelque sorte un accord de paix qui devait être signé en Angola le 15 décembre 2024. Et donc c'est le président Kagame qui a fait fausse route, et donc qui a déjoué toutes les cartes qui étaient déjà quasiment mises en jeu. Maintenant, oui, on peut dire que c'est un échec de l'Afrique. Déjà, l'Afrique avait peiné déjà à condamner le Rwanda. Voilà. L'Afrique a toujours du mal, devant ce genre de situation, à parler le même langage. Et l'Afrique a attendu que ce soit le Qatar qui puisse notamment prendre un peu le devant, et ensuite les Américains, pour qu'aujourd'hui on puisse dire voilà, qu'on va prendre en compte les processus de Nairobi, les processus de l'Angola, etc., etc. Mais sinon, à mon sens, face à cette crise, l'Afrique a connu un échec cuisant, un échec vraiment cuisant, parce que la démarche initiale du président Tshisekedi, c'était quoi? C'était de faire connaître d'abord à l'Afrique que le Rwanda, c'est le pays agresseur, dans un premier temps. Ensuite, de faire connaître à la communauté internationale que le Rwanda agresse la RDC et, in fine, aboutir à des sanctions. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, le tout est couronné par cet accord de Washington. On ne peut que s'en réjouir. Guy Mafimba, j'ai lu quelque part que c'est Paul Kagame qui semble avoir mieux tiré son épingle du jeu dans les négociations pilotées par Washington, car Kigali est parvenu à faire admettre que son implication dans l'est de la RDC, y compris ses incursions, relève d'une certaine forme de légitime défense. C'est un peu vrai ou pas? Je ne sais pas quelle lecture on peut avoir. Moi, j'ai relu cet accord. Il faut aller dans les sites, par exemple, du département d'État américain pour le comprendre. Mais en fait, cet accord est la suite logique de la résolution 2771. Quel était le premier objectif de la RDC, du président Félix Tshisekedi? C'est l'intégrité territoriale de la RDC. Voyez-vous, il est arrivé un moment, le docteur le disait tout à l'heure,
Paul Kagame avait même réussi à faire intérioriser le narratif selon lequel les contours géographiques de la RDC aujourd'hui ont nié un certain nombre de contingences historiques. Il y a des gens, même des puissances, donc la France, je me souviens de comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, qui disait, mais pour résoudre le problème, il faut donner une partie à... Donc, ceux qui disent ça, où ils font preuve de mauvaise foi, où ils n'ont pas lu l'accord. Le fait déjà de dire en noir et blanc que l'intégrité territoriale de la RDC est non négociable. Deuxième chose, contrairement à ce que le Rwanda dit, selon ce qui est dit dans certains articles du courrier international, on dit que le Kigali est parvenu à faire admettre que son implication militaire dans l'est de la RDC est due au fait qu'il y a encore des FDLR, ce qui est un narratif, comme vous l'avez dit. Mais bien entendu, mais c'est simple, parce que le processus de Luanda a prévu en fait des mécanismes qui peuvent faire apprécier la présence, oui, des FDLR en RDC. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ces mécanismes-là vont découvrir, comme a dit Mavinga tout à l'heure, que ce n'est qu'un prétexte fallacieux pour justifier l'agression. Mais par contre, toujours ce mécanisme a documenté la présence des forces rwandaises en RDC. Donc, quitte à prendre ce narratif, on le prend, mais comme. Et c'est cela où ça devient intéressant. Le fait que la facilitation soit à la fois coercitive et transactionnelle des Américains et de Trump. Transactionnel, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Parce que les Américains, ils vont être clairs là-dessus, que vous devez respecter vos engagements. Vous devez être transparent. Et les Américains ont tout ce qui est comme satellite et autres pour démontrer que votre prétexte est fallacieux. Donc, de ce côté-là, les gens peuvent être sereins du fait qu'il faut comprendre aussi le Rwanda. Le Rwanda, aujourd'hui, en perdant l'Est de la RDC, c'est ce régime qui va tomber un jour. Le Rwanda, en perdant l'Est de la RDC, c'est toute la stratégie de Paul Kagame dans ses visées expansionnistes et prédacistes qui tombe. Donc c'est pour moi les derniers coups de butoir d'un système en perte de vitesse. Jean-Jacques, quid de l'implication de Donald Trump, comme le disait le doyen tout à l'heure? Que recherche-t-il concrètement s'impliquant dans la raison de ce conflit aujourd'hui? Je pense qu'il faut être clair. Monsieur le président Trump l'a démontré depuis le début, même pendant sa campagne, que c'est un homme d'affaires. Le président Trump s'implique sur ce conflit avec des visées expansionnistes de l'Amérique, parce que pour lui, c'est America First, c'est la priorité aux Américains, et il l'a dit très clairement sur Fox News qu'il voudrait que les États-Unis contrôlent les minerais stratégiques. C'est dans l'optique d'un positionnement de son pays. Il est venu dans ces accords, pas pour les beaux yeux des Congolais, mais pour les beaux yeux et les intérêts de son peuple et de son pays. C'est pas seulement pour le prix Nobel de la paix, comme on l'entend partout. C'est pas que pour le prix Nobel de la paix, ça c'est un des prétextes, et c'est aussi pour son image, parce que c'est un homme politique qui tient à son image. Moi, ce qui m'intéresse, moi, en tant que Congolais aujourd'hui, c'est de me dire qu'est-ce que le Congo peut tirer dans cet accord pour développer davantage le Congo, pour emmener plus de paix, plus de stabilité. Et je pense que nous avons une réalité dans l'Est du Congo que le Rwanda a su exploiter suffisamment. C'est dans notre déstabilisation et dans notre insuffisance de gouvernance pendant des années, qui ne datent pas de 30 ans. Je crois qu'il faut dire que la débâcle du Congo commence avec le régime de Mobutu. Et pendant ce que Mobutu a fait de mal à ce Congo et ce que la classe politique continue à faire aujourd'hui, cela a permis à ce que nous ayons un Congo fragile. Et nos voisins, le Rwanda, l'Ouganda et tant d'autres pays, en profitent aujourd'hui pour trouver des prétextes de leur instabilité. Et je crois que avoir un accord de paix pour le moment, c'est une occasion pour nous de reconstruire ce pays, d'emmener des moyens pour permettre à ce que ceux qui demain disent, ou ceux qui hier ont dit que le Congo est instable et devient une source d'instabilité pour eux, que nous ayons un Congo mieux structuré, mieux sécurisé et mieux développé. C'est une opportunité, c'est comme une trêve que nous avons aujourd'hui, mais dans cette trêve, la guerre n'est pas encore gagnée. Le plus dur commence et le plus difficile commence. Jean-Jacques, un géopolitologue qu'on connaît tous bien, Pascal Boniface, qui a dit attention, attention, Donald Trump risque de brader
à volonté les minerais congolais. Est-ce qu'on se dirige vers ça aujourd'hui? Ben, c'est un homme d'affaires, il faut être prudent. Je crois que le Congo appartient d'abord aux Congolais. C'est aux Congolais de sécuriser cet accord. C'est une inquiétude aujourd'hui de la part des Congolais. Et d'empêcher à ce que le Congo devienne une énième colonie américaine ou un énième État américain. Aujourd'hui, si les choses sont faites de façon à ne pas avoir une gouvernance solide et stable, je crois que nous irons dans un sens comme dans un autre, parce que vous savez que le Congo est un pays extrêmement riche, et un pays stratégique pour la planète, et il est de notre intérêt d'être sérieux, parce que c'est ce qui nous a été beaucoup reproché, d'être sérieux pour empêcher à ce que les Américains ou tant d'autres puissances puissent profiter de nos faiblesses pour pouvoir marcher sur nous. Notre bénéficiaire. Très clairement, les objectifs du président Trump ont été déjà affichés dès le départ. On sait qu'il a beaucoup critiqué par l'opposition. Dr Denis Mukwege en avait parlé aussi, ce sujet. Bien sûr, mais il ne s'agit pas, à mon sens, de brader les ressources de la RDC. Je pense que les choses vont être ficelées dans un accord. On parle d'un accord. Qui risque d'être déséquilibré. Qui risque d'être déséquilibré parce que généralement, les accords que les pays africains concluent avec les Occidentaux sont toujours des accords un peu léonins parce que pour la simple raison qu'eux apportent la technologie pour exploiter nos ressources. Et nous, on n'a pas une technologie adéquate. Donc, ceux qui mettent le plus de paquets, ils auront plus d'avantages. C'est très clair. Mais je ne pense pas qu'il s'agit de brader les ressources de la République démocratique du Congo. Mais dans tous les cas, qu'à cela ne tienne, on nous parle d'un accord minerai contre sécurité. Minerai contre sécurité, ça veut dire que la RDC aura sa part au niveau de la formation des soldats, au niveau de l'équipement, etc., etc. Et aussi, on nous parle de plus de 500 milliards de dollars qui seront investis sur 15 ans. Donc c'est quand même une aubaine pour des minerais quand même qui, depuis 30 ans, les Congolais n'en profitent pas. Expansionniste, c'est la petite musique qui monte à Kinshasa. Mais aujourd'hui, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe aujourd'hui que toutes les grandes puissances de la planète ont cette volonté expansionniste. La Chine était en RDC. La Chine a passé des accords de coopération économique avec la République du Congo sur les minerais. On voit même des reportages où les Chinois exploitent correctement les Congolais. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau en fait. Moi, ça m'étonne pas. Je peux apporter juste un élément pour illustrer ce qu'il dit là sur la Chine. Un chiffre. C'est un rapport de l'IGF. Au sujet du partenariat stratégique Chine-RDC signé sous Kabila, je crois en 2009. Sur 10 milliards que les Chinois ont pu engranger en termes de minerais, la RDC, en termes de construction des infrastructures, 822 millions. Vous voyez le décalage. Mais toujours sur ce sujet-là. Ça fera partie de l'intelligence, de la honte intelligence à travers mon frère Mavina. Un concept à développer. Regardez ce que Biden a commencé à faire dans le cadre d'un projet de mettre en place une usine de batteries, des batteries électriques. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut transformer les matières premières en zombies et qui sont exploitées des deux côtés. Donc, il y a possibilité de changer en fait le paradigme et en cela, en dehors de la sécurité, il y a des investissements qui sont prévus. Ça dépendra, comme a dit M. Lumumba tout à l'heure, de la crédibilité, de la compétence et de l'éthique des responsables politiques de la RDC. Donc il faut mettre fin au tennis politique, n'est-ce pas? Je voulais dire, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, devons saisir d'abord cette volonté du président Donald Trump, sa volonté politique. Mais comme l'a dit mon frère Lumumba, il y a de préalables. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas négocier avec les États-Unis d'Amérique en étant faibles, fragilisés, sans la plus haute... Il faut que nous ayons la plus haute intelligence congolaise des États-Unis d'Amérique. Parce que comme nous l'avons dit, c'est la première puissance mondiale. Nous avons eu un contrat du siècle avec la Chine, minéré, infrastructure, les résultats sont là. Les minéraux ne sont pas là. Donc si nous-mêmes ne sommes pas sérieux, nos ressources seront bradées parce qu'ils ne sont pas sérieux. Nos ressources seront bradées si nous-mêmes ne prenons pas la dimension de nos responsabilités. Nous parlons sécurité. Je sais que les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la première fois que les États-Unis d'Amérique font de contrats sécurité avec des matières premières. Ils l'ont fait en 1945 avec
l'Arabie Saoudite pour que les entreprises américaines aient accès au pétrole d'Arabie Saoudite. Et les résultats sont positifs. Les États-Unis ont longtemps protégé l'Arabie Saoudite et les résultats sont positifs. Ils l'ont fait avec l'Égypte, même sécurité et autres. Mais comme la part l'Égypte et autres, c'était la haute intelligence, c'est bien pensé, bien réfléchi, l'Égypte est quand même un pays assez bien coté. Donc c'est pour dire quoi? Il faut que, comme elle a dit, il faut que nous nous mettions ensemble. Cette affaire de deal, moi j'appelle ça du deal avec les États-Unis d'Amérique, doit être une affaire nationale. Parce que nous sommes au carrefour de la nouvelle reconfiguration mondiale. Donc il y a une reconfiguration mondiale qui est brutale, injuste et sans pitié. Et donc si nous n'arrivons pas à bien nous positionner face à cette offre que nous avons, face à cette volonté du président Donald Trump, mais qu'est-ce que nous allons? Nous n'allons pas développer nos richesses et nous allons voir que ce sont les autres. Parce que si ces deals de minerais sera pour que les traitements de nos minerais se fassent dans le pays voisin et non en République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous aurons gagné? Donc moi je pense qu'il est temps que nous puissions nous mettre ensemble et ce qui donne d'ailleurs toute l'importance à ce dialogue national inclusif de la plus haute intelligence congolaise, devons nous mettre ensemble pour proposer ensemble qu'est-ce que nous voulons se dire avec les États-Unis d'Amérique. Et si nous pouvons avoir une feuille de route hautement intelligente, comme les autres de l'Arabie Saoudite, comme nous avons donné l'Égypte, et aussi d'autres aussi qui en ont profité du deal sécurité et autres, nous pourrions en tirer profit. Moi, je pense que la balle est de notre camp. Si nous ne sommes pas sérieux, et je pense que nous risquons de déchanter. Pourquoi? Parce qu'aucun des pays voisins ne veut voir le Congo stable et prospère. Et pourtant, nous voulons que ce soit le Congo qui soit la gâchette de la paix, de la justice, de la prospérité en Afrique, et non l'inverse. Bien, bien. Cet accord doit être positivement être salué, a déclaré Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO, estimant que cet accord donnait raison à la conférence épiscopale congolaise, dont l'appel du dialogue avec l'ensemble des partis avait été critiqué. Je reprends à ces propos. Le fait que l'accord intègre des pourparlers entre AFC M23, Doha et le gouvernement montre la pertinence du dialogue national. Moi, je me tourne vers M. Jean-Jacques Lumumba. Et maintenant, que doit faire la classe politique congolaise? Je pense que le ton doit être donné par le président Tshisekedi parce que le dialogue doit commencer par lui. C'est lui qui a les manettes de la décision aujourd'hui. Et donc c'est à lui d'orienter les choses et de dire vers quel Congo et vers quelle solution il veut nous emmener. Vous savez, nous sommes dans une dynamique où aujourd'hui il faut reconnaître qu'une partie du territoire national nous échappe et est contrôlée par l'AFC M23. Oui, on peut tout dire aujourd'hui que l'AFC est soutenu par le Rwanda, mais on a laissé le temps à l'AFC de se structurer, de se solidifier et d'occuper une bonne partie du territoire. Je crois qu'on doit arriver à décrisper cette situation. Il faut qu'on ait un seul commandement, un seul pays, 2 345 000 km² recouvrés dans leur entièreté et avoir un Congo apaisé sur plusieurs questions, citoyenneté ou autres. Il faut que le M23, il faut que les deux parties se mettre sur la table avec les autres représentations de la société congolaise, société civile, les acteurs politiques, les acteurs locaux, parce qu'on oublie souvent les acteurs locaux, ceux qui vivent cette crise de près, les chefs coutumiers et autres. Tout le monde doit pouvoir se mettre ensemble pour redéfinir ce que sera le Congo demain. Un Congo uni et fort. Il faut dialoguer, il faut se parler. Je l'ai dit, le Congo a été suffisamment divisé. On n'en parle pas assez. Il y a énormément de groupes armés. Est-ce que cela passe par une transition? Ça pourrait ne pas passer par une transition, mais ça doit passer par un dialogue. Ça doit passer par une redéfinition de l'ordre national, de l'ordre politique national. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer la Constitution, aller vers une transition. Les Congolais doivent se parler. Les Congolais doivent avoir une ligne de route pour aller vers un Congo fort, un Congo surtout développé. Guima Fimba, pour conclure. Cet accord de paix a donné une légitimité incontestable politique au président Félix Tshisekedi. J'ai toujours dit qu'il faut faire le distinguo entre la crise sécuritaire et la crise relative à la gouvernance de la RDC, Gabéji et autres. Cela suppose pour moi que la première des priorités, c'est de régler cette histoire de l'AFC M23. Et il ne doit plus y avoir de faux fuyants, des mots qui cachent. Et je suis
en contradiction fondamentale avec la déclaration de Cholet et Somone. Cholet et Somone ont pris l'AFC M23 comme des partenaires classiques, normaux. Non. L'accord de paix vient de démontrer que ce groupement avait comme objectif d'arrêter le processus démocratique et de fêter l'indépendance le 30 juin à Kinshasa. Donc ce sont des putschistes et des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. On ne doit pas être... là, c'est le politique qui vous parle. Hein. Lorsqu'on a la manette du pouvoir, on doit faire le distinguo entre une lecture divine de la gestion d'un État à une lecture, on va dire, beaucoup plus pragmatique. Donc, c'est comme a dit le monsieur Lumumba, la priorité, c'est de finir avec cette histoire de l'AFC M23, s'ils veulent rentrer dans un cadre de concertation, l'accord est clair. Hein. Ceux qui ont commis des crimes doivent passer par la justice tôt ou tard. À je fais appel à votre esprit de synthèse parce qu'il faut que je rende l'antenne. Moi, je pense que, comme l'a dit Lumumba, notre pays est en grave crise. Et l'ordre politique que nous avons légué de l'AFDEL, c'est cet ordre politique qui nous a menés dans cette crise. Et comme je l'ai dit, demain n'est pas à attendre, mais il faut l'inventer. C'est aujourd'hui que nous devons nous mettre autour d'une table pour inventer demain. Donc moi, je suis de ceux qui s'inscrivent dans le cadre de la plus haute intelligence pour que nous devons mettre en place un nouvel ordre politique pour mettre fin à cet ordre politique. Nous avons hérité de l'AFDEL, l'AFDEL qui est venu de tout ce qui est Rwanda, Ouganda, toutes les forces qui étaient venues pour envahir et nous amener cet ordre. Donc l'ordre politique actuel est essoufflé. La crise est grande, nous devons nous mettre autour d'une table, développer, avoir une nouvelle feuille de route. C'est ce que nous voulons devenir demain et ce que moi j'appelle, nous devons baliser aujourd'hui la feuille de route du Grand Congo du XXIe siècle. Ben Luther. Oui, très rapidement, pour peut-être réagir en deux mots sur la déclaration des politiciens en robe. Je voulais juste en fait, je voulais juste dire en fait, quand Cholet dit que la déclaration l'accord de paix tient compte de leur fameux document-là, je ne pense pas un seul instant parce que le dialogue ou la réintégration qui est prévue par l'accord de paix est conditionnel. Conditionnel, le doyen l'a dit, conditionnel à ceux qui ont commis des crimes. Il n'y a aucune possibilité de dialogue avec eux, ils doivent répondre de leurs crimes. Merci beaucoup, Ben. De toute façon, on fera une émission sur le sort des victimes à l'issue de cet accord. On se reverra très bientôt pour en parler longuement parce que c'est la préoccupation de tous les Congolais. Merci à tous et bonne fête de l'indépendance en retard à tous nos téléspectateurs nombreux de la République démocratique du Congo. C'est le premier pays où on est largement diffusé. Donc merci de nous suivre chaque jour. Merci pour vos nombreux messages que nous recevons. Pour vos critiques aussi, ça nous permet de nous forger. Bonne suite de programme sur les antennes de Télé Sud et à bientôt.